Soignants épuisés, patients en danger, l'hôpital de Grenoble est en détresse. Son personnel n'a de cesse de le manifester depuis novembre dernier, depuis que l'un de ses chirurgiens s'est donné la mort dans un bloc opératoire épuisé par des conditions de travail incompatibles avec l'exercice de la médecine. On va accueillir pour en parler Caroline Chaumet. Bonjour. 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 Alors, ce sont ces conditions que vous dénoncez dans le web documentaire CHU de Grenoble, la fin de l'Omerta. Vous avez fondé l'association Passeurs d'alerte qui donne la parole aux lanceurs d'alerte. Et c'est ce que vous faites dans ce documentaire que vous avez réalisé avec Bernard Nicolas. On va en voir dans quelques instants un extrait. Vous avez rencontré de nombreux soignants épuisés, révoltés. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation ? Plusieurs choses, très probablement déjà une loi qui s'appelle HPST, la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, qui a donné en 2009 tout pouvoir aux établissements hospitaliers et à leur direction, qui prennent essentiellement pour la grande majorité des décisions qui sont des décisions de rentabilité financière, qui sont souvent faites au détriment des soins et des praticiens, des soignants dans leur grande majorité, et pas uniquement évidemment les médecins, mais les infirmières, les aides-soignantes, avec des problèmes de mutualisation des postes, des gens qui ne trouvent plus de sens dans leur travail, et une course aux chiffres avec en plus la T2A, qui est donc la tarification à l'activité. Et suite à ces témoignages, donc, est-ce que la direction du CHU de Grenoble a communiqué sur le sujet ? Alors nous, on a essayé évidemment de prendre contact avec eux à plusieurs reprises, déjà pour avoir leur regard sur la situation de Grenoble. Malheureusement, ils n'ont pas souhaité nous répondre. Des décisions ont été prises en ce qui concerne les 2 endocrinopédiatres qui sont en arrêt depuis le mois de décembre. En revanche, dans d'autres services, il y a encore de très nombreux problèmes. Ils y travaillent très certainement, mais les décisions tardent à venir. Mais vous les aviez contactés au moment de faire le documentaire. Naturellement, bien avant, pendant et même après au montage. Alors les patients de l'hôpital s'impliquent également. Ils s'estiment mis en danger par la situation. On le voit dans votre documentaire, de nombreux patients se sont mobilisés pour soutenir, vous en parliez, les 2 pédiatres endocrinologues qui sont en burn-out. On regarde un extrait et on en reparle juste après. On est là pour soutenir 2 pédiatres donc, qui sont épuisés. Physiquement, moralement, des médecins très investis auprès des enfants. Et on trouve ça complètement injuste. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a plus de médecins pour suivre nos enfants. Et on est livrés à nous-mêmes. Voilà. Et on est là pour manifester notre colère et soutenir les 2 médecins qui sont aujourd'hui absents. Voilà. Vous avez, vous, un enfant qui est suivi par le docteur Hans Spiteri. Moi, je l'ai vu d'année en année se fatiguer de plus en plus, en fait. Voilà, je trouve que surtout ces 3 dernières années, je l'ai trouvée de plus en plus éteinte en fait. Alors que c'est une boule d'énergie, elle est formidable avec les enfants, avec les parents aussi, parce que ça demande de la patience, voilà. Même avec les parents. Et voilà, j'ai trouvé qu'elle était très 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 fatiguée, très très fatiguée. Donc voilà, moi ça me touche beaucoup et puis ça me met en colère, voilà. Donc c'est pour ça qu'on est là et on est solidaires et c'est normal d'être là, voilà. En 15 ans, le nombre de petits patients en diabétologie est passé de 60 à 260. Des enfants de plus en plus jeunes, suivis par seulement 2 médecins, loin des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Ces 2 médecins demandent à la direction du CHU des moyens supplémentaires depuis plusieurs années. Aujourd'hui, si on en est là, c'est bien parce que la charge qui repose sur nos épaules de médecins est trop lourde à supporter qu'on a dû suspendre l'activité et qu'on n'a plus été capable, même en puisant dans les dernières ressources, de continuer à prendre soin de toutes ces familles et des enfants qui nous étaient confiés. Moi, je pense que je peux dire que depuis plus de 6 mois, je viens travailler vraiment avec une boule au ventre, une angoisse permanente de ne pas réussir à finir dans les temps, de ne pas réussir à finir l'activité, répondre aux patients, répondre aux collègues, répondre aux avis, parce qu'on a aussi des mails pour des avis qui viennent de l'extérieur, et de ne pas réussir à le faire dans une journée de 10 heures et de devoir mener de front tout ça. Elles sont allées au bout du bout et même à la fin, elles ne voulaient pas s'arrêter. C'est le médecin du travail qui leur a demandé. C'est ça qui s'est passé. Elles ne voulaient pas. Elles ne pouvaient pas le faire. Le déclic, je crois que le déclic, là où j'ai pris conscience, c'est avec le décès de Laurent Selleck, qui s'est suicidé à l'hôpital, dans le bloc opératoire. Et là, j'ai pris conscience de la gravité. Là, je me suis dit, les issues, c'est ça. Les issues, elles sont graves.
Si on va plus loin, c'est ça. Ou alors c'est les divorces, ou c'est les explosions de famille, les souffrances des enfants, les souffrances des... Et donc là, j'ai dit, c'est plus possible comme ça. C'est assez rare de voir des patients s'exprimer et également de voir des médecins témoigner à visage découvert. Est-ce que vous avez dû les convaincre pour le faire? La prise de parole n'a pas été facile parce qu'il y a une peur des représailles, y compris à ce niveau de la hiérarchie qui est très puissante. On n'avait pas du tout imaginé ça. On pensait, nous, on ne vient pas du milieu médical, ni Bernard Nicolas, ni moi-même, et on pensait qu'à ce niveau de responsabilité médicale, en ce qui concerne les professeurs notamment, on n'aurait pas de problème pour les faire parler. Et en fait, ça a été très compliqué et cette prise de parole n'a été possible que parce qu'elle a été collégiale. D'ailleurs, dans le documentaire, vous pourrez voir qu'il y a seulement 2 infirmières qui témoignent et elles témoignent les 2 de façon anonyme parce qu'elles ont très très peur des conséquences de leur prise de parole. Et pour les médecins, il y a eu des conséquences? Oui. Il y a un médecin, notamment, dont je ne donnerai pas le nom, parce qu'elle ne souhaite pas que ce soit... ce témoin ne souhaite pas que ce soit dit, mais qui a subi pour l'instant, oui, des représailles de la part de l'établissement hospitalier. Ce documentaire a été financé par crowdfunding. Les médecins ont participé pour moitié à ce financement. Donc c'est un appel à financement citoyen. Ça veut dire qu'aucune chaîne de télévision n'a été intéressée par votre projet. Ce n'est pas concernant comme sujet? On pensait qu'on avait un boulevard, pour ne rien vous cacher. On trouvait que c'était très concernant. Et effectivement, les diffuseurs que nous avons contactés n'ont pas souhaité répondre à notre proposition. Peut-être que... Avec un argument Disant qu'ils l'avaient déjà fait. Donc oui, le problème, le traitement du manque de temps des infirmières et des aides-soignants, oui, effectivement, ça a déjà été traité de nombreuses fois, malheureusement sans que ça ne change quoi que ce soit. Voilà. Autant continuer à en parler. Exactement. Néanmoins, la prise de parole des médecins, la maltraitance managériale, l'organisation du fonctionnement du problème de la tarification à l'activité, de la rentabilité à outrance, ça, jusqu'à maintenant, et avec une prise de parole de médecins, ça, jusqu'à maintenant, à ma connaissance, ça n'avait jamais été fait. Est-ce qu'il y a eu des actions depuis le reportage au niveau de l'administration? Est-ce qu'il se passe quelque chose? C'est-à-dire, pardon? Est-ce que l'administration hospitalière a pris des mesures pour que les choses changent? Oui, alors ils ont, en ce qui concerne les 2 endocrinopédiatres, il y a des mesures positives qui ont été prises, enfin en tout cas qui sont annoncées. Donc il va falloir maintenant voir si elles sont réellement suivies des faits. Il y a un interne qui doit arriver prochainement, un médecin endocrinologue qui doit arriver, je crois, en novembre, et une puéricultrice complémentaire. Mais c'est un petit peu dommage parce que ça fait des années qu'elles réclament et qu'elles expliquent que la file active augmente et qu'elles ne peuvent pas faire face au nombre de patients. C'est un peu dommage qu'il faille avoir 2 pédiatres extrêmement concernés en burn-out, avec, depuis le mois de décembre, on est en avril, et qu'il ait fallu ça pour que des décisions soient prises. On ne peut que le regretter. Alors, ce documentaire est consacré à Grenoble, mais on sait qu'il y a d'autres hôpitaux en souffrance. Les urgentistes de Strasbourg, par exemple, manifestaient hier devant le ministère de la Santé. Vous avez lancé d'autres appels à financement pour leur consacrer d'autres documentaires? Oui, absolument, parce que la problématique de l'hôpital public, elle est, ce qu'on a fait dans celui-ci, c'est une exposition des faits, mais la problématique de l'hôpital public est très très large. Et il y a beaucoup de points, de choses à aborder pour comprendre les dysfonctionnements qu'il s'y passe. Et effectivement, Grenoble, comme vous le disiez, est emblématique de la situation, mais ça n'est pas qu'à Grenoble, loin de là. Donc oui, il y a d'autres financements qui vont être mis en ligne. Le prochain le sera d'ici 1 mois à peu près. Et pour que tous ceux qui sont intéressés par ce sujet peuvent s'inscrire à la newsletter sur le site passeurdalerte.org. Merci. Comme ça, ils seront informés de la mise en ligne du financement du prochain épisode. Voilà, et puis en même temps, c'est aussi sur ce lien qu'ils peuvent voir votre documentaire, Absolument. qui est extrêmement intéressant et alarmant. Merci beaucoup d'être venu. Au revoir.